Le réveil ne commence pas par une lumière éclatante, mais par une fissure. Tout semble inchangé, pourtant quelque chose se déplace à l'intérieur, comme si le monde familier perdait sa netteté. Tu remarques des détails qui auparavant te glissaient entre les doigts. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ce qui paraissait stable cesse-t-il soudain de fonctionner? Carl Gustav Jung appelait cet instant le défi du soi. Il écrivait que l'être humain ne choisit pas le réveil. Il survient quand la conscience ne peut plus ignorer ce qui a été refoulé. Tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Le réveil n'est pas un acte de volonté, c'est une irruption de nécessité intérieure. Tu peux le ressentir comme une lassitude des répétitions, comme si chaque jour était la même scène. Travail, conversation, aspiration, tout en boucle. Mais soudain, quelque chose se brise. Tu sens que tu ne vis pas ta propre vie, et ce n'est pas une simple dépression, c'est un appel à l'authenticité. De nombreux auteurs ont décrit cet instant. Rilke conseillait de vivre les questions. Il savait que les réponses n'arrivent pas tout de suite. Il faut apprendre à demeurer dans l'incertitude. Mircea Eliade écrivait que le sacré se manifeste toujours par une rupture de l'ordinaire. Quand l'ordre habituel s'effondre, une possibilité de sens nouveau apparaît. Jung considérait que le réveil s'accompagne souvent d'une crise. Extérieurement, la personne peut encore remplir ses rôles coutumiers, mais intérieurement, le processus de séparation a déjà commencé. Le vieux moi perd son pouvoir. Dans les rêves surgissent des images étranges, inquiétantes, parfois effrayantes. C'est le langage de l'inconscient. Il veut être entendu. Tu commences à chercher des explications, des livres, des méditations, des pratiques spirituelles, mais la vérité n'est pas au dehors. Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille ». Que signifie regarder dedans? Cela signifie reconnaître que la source du conflit n'est pas dans le monde, mais en toi. Ce ne sont pas les autres qui sont coupables, ni les circonstances. C'est ton propre clivage intérieur. Ton âme exige de l'honnêteté. C'est de là que commence le processus de guérison. Tu peux ressentir de la peur. C'est naturel. Le réveil détruit toujours le confort. Il enlève l'illusion du contrôle. Mais c'est précisément là sa force. Quand l'appui extérieur disparaît, surgit la chance de voir le fondement authentique, cette part de toi qui ne dépend pas des rôles. Jung décrivait ce processus comme le début de l'individuation. C'est un mouvement vers la complétude. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intégration. Tout ce qui a été refoulé doit être reconnu. Sinon l'inconscient continuera à diriger la vie à la place de la vérité. Le premier pas consiste donc à repérer les signaux. Un rêve, une situation qui se répète, une réponse intérieure. Ne les repousse pas. Demande-toi que veut me dire cette douleur. Pourquoi cette image ne me lâche-t-elle pas? Le réveil ne promet pas la paix, il promet la réalité. C'est une déchirure entre l'ancien et le nouveau. Tu te tiens au milieu de cet espace sans savoir où aller. Et c'est précisément là que commence le vrai travail. Tu peux résister, chercher la stabilité d'avant, mais tout a déjà changé. Quand le processus intérieur s'est enclenché, il n'y a plus de retour en arrière. L'important est de ne pas fuir, simplement observer, laisser se déployer ce qui se passe. Pense maintenant, à quel moment as-tu senti que la vie habituelle ne répondait plus à ton sentiment intérieur de sens? Qu'est-ce qui a changé en toi? Peut-être est-ce le commencement. Le réveil n'est pas un éclair de lumière. C'est un lent retour à soi, pas à pas, à travers les doutes, la peur et le silence, à travers un regard honnête vers l'intérieur. Si vous marchez sur ce chemin, abonnez-vous à notre chaîne pour que chaque pas ne soit plus solitaire. Et à un certain moment, tu comprends, la crise n'était pas une fin, mais une invitation, le début du chemin vers ta propre complétude. L'ombre apparaît en silence, elle ne frappe pas à la porte. Elle s'assoit simplement en face et te regarde. Tu le ressens comme une irritation, une peur, une culpabilité, un conflit qui se répète. Jung écrivait que l'ombre n'est pas le mal. C'est une part de nous que nous avons jadis rejetée parce que la société, les parents ou nous-mêmes l'avions jugée inacceptable. Mais tout ce qui est le refoulé ne disparaît pas. Il attend son heure pour se manifester. As-tu déjà remarqué que les mêmes situations se répètent? Pourquoi la même personne qui provoque la même douleur
se retrouve-t-elle à nouveau près de toi? Pourquoi la réaction surgit-elle instantanément, même si tu t'étais promis que cette fois tout serait différent? C'est l'ombre qui parle, elle rappelle. Il y a ici quelque chose qui exige l'attention. Jung écrivait « Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. » Ce n'est pas une belle formule, c'est une méthode. Accueillir l'ombre est le début de la véritable maturité. Tant que tu refuses de voir ton agressivité, ta jalousie, ta dépendance, elle te dirige depuis l'intérieur. James Hillman appelait le symptôme une image qui cherche l'attention. Il proposait non pas de lutter contre l'angoisse, mais de l'écouter. Chaque symptôme est un message. Si tu te mets en colère, demande-toi où ne me suis-je pas autorisé à être vivant? Si tu ressens de la culpabilité, demande-toi à qui essayais-je encore de plaire? L'ombre ne disparaît pas après la prise de conscience. Elle devient une alliée. Jung parlait d'intégration. Quand tu reconnais tes côtés sombres, tu cesses de jouer un rôle. L'énergie qui auparavant servait au refoulement devient disponible pour la création, pour le vrai choix. Nietzsche appelait ce processus amor fati, l'amour de son destin. C'est une acceptation. C'est l'accord pour accueillir tout ce qui est en toi-même, ce qui déplaît. C'est ainsi seulement que l'être humain devient complet. Imagine que tu te tiens devant un miroir qui reflète non le visage, mais le paysage intérieur. Que vois-tu, colère, honte, rancune? Ne te détourne pas trop vite. Essaie de nommer ces sentiments. Nomme-les calmement, sans jugement. Jung affirmait que l'acte de nommer transforme le chaos en forme. Là où il y a un nom, commence la conscience. Tu peux remarquer que la résistance grandit. C'est normal. L'ombre craint la lumière, la conscience craint l'ombre. Mais entre elles doit commencer une rencontre. Sans cette rencontre, le réveil se transforme en illusion. Tu peux lire sur la spiritualité, parler de lumière, mais tant que tu n'auras pas regardé ta propre ombre, tout restera théorie. Demande-toi maintenant, quelle part de toi caches-tu aux autres? Laquelle caches-tu à toi-même? Ce ne sont pas tellement les choses les plus effrayantes. Parfois, c'est simplement la vulnérabilité, le désir d'être reconnu, la peur d'être rejeté. Tout cela fait aussi partie de l'ombre. Quand tu commences à la voir, la nécessité d'accuser disparaît. Les autres deviennent des miroirs, non des ennemis. L'ombre cesse de détruire, elle commence à enseigner. Le chemin vers la complétude n'exige pas de rédemption, il exige de l'honnêteté. Jung écrivait « Chaque être porte en lui lumière et ombre, et seul celui qui connaît les deux côtés devient complet. » Voilà le sens du deuxième pas, reconnaître, ne pas lutter voir. Tu peux sentir une paix apparaître à l'intérieur, non parce que tout est résolu, mais parce qu'il n'y a plus rien à cacher. Il reste encore beaucoup de travail, mais tu as désormais un allié, ta propre ombre. La souffrance arrive rarement par hasard. Elle porte un sens même si d'abord elle semble chaos. Viktor Frankl écrivait que l'être humain peut supporter presque tout s'il comprend pourquoi. Mais si le sens se perd, même une petite douleur devient insupportable. Le réveil spirituel commence souvent ici quand la douleur exige une réponse non comme punition mais comme direction. Jung considérait la souffrance comme un signal de conflit intérieur. Quand la conscience vit coupée de l'inconscient, l'âme parle le langage des symptômes. Cela peut être de l'anxiété, de la fatigue, de l'insomnie, une perte d'intérêt. Nous cherchons des causes extérieures, mais la source est dedans. La douleur devient un indicateur. Là où ça fait mal, quelque chose réclame la conscience. Tu peux te demander comment y voir un chemin, et non seulement de la souffrance. Réponse dans la transformation de l'attitude. Frankl appelait cela se transcender par le sens. Il estimait que l'on ne peut changer la souffrance, mais on peut changer son rapport à elle. C'est cela qui transforme la douleur en source de force. Joseph Campbell parlait du héros qui entre dans la caverne de la peur pour trouver le trésor. La caverne que tu crains d'entrer contient le trésor que tu cherches. Cette image répète le chemin de l'âme. Chaque crise est une porte vers un nouveau niveau de conscience. Sans rencontre avec la douleur, le héros ne devient pas héros. Il reste prisonnier du destin. Quand la souffrance se transforme en symbole, elle cesse d'être hasard. Jung écrivait que le symbole
est la meilleure expression de ce qui ne peut être dit directement. Il relie le rationnel et l'irrationnel, la lumière et l'ombre. Si l'on se contente de supporter la douleur, elle détruit. Si on la voit comme symbole, elle devient pont. Exemple simple, une personne perd tout ce qu'elle considérait comme important, travail, relation, assurance. Dehors, catastrophe, dedans, vide. Mais s'il décide de regarder non seulement avec les yeux de la douleur, mais avec les yeux du sens, la perception commence à changer. La perte montre que les anciennes formes ne servent plus. Un espace surgit pour du neuf. Frank l'écrivait, « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous devons nous changer nous-mêmes. » Cette phrase n'est pas un slogan. C'est une méthode. Se changer signifie voir que la douleur fait partie du chemin. Ce n'est pas une erreur, c'est un point de croissance. Essaie de te demander quelle situation dans ta vie provoque actuellement la plus grande résistance. Que veut-elle te dire si tu la regardes comme un symbole? Quelle est leçon porte-t-elle? Quand nous cessons de percevoir la souffrance comme ennemie, elle commence à parler d'abord doucement, puis plus clairement. Les images intérieures viennent dans le rêve, dans des phrases au hasard, dans des coïncidences. Jung appelait cela la synchronicité, quand les événements extérieurs reflètent le processus intérieur. Ainsi, l'inconscient envoie des signes. Cette étape du réveil est le passage de la douleur à la compréhension, de la réaction à la contemplation. Ne pas fuir, ne pas accuser, mais observer. Alors la souffrance cesse d'être impasse, elle devient porte. Tu peux te souvenir d'un moment où la douleur a soudain apporté une prise de conscience. Peut-être une perte, une déception, une solitude. À cet instant, tout semblait s'effondrer. Mais ensuite, il s'est avéré que c'était précisément là que commençait le chemin vers quelque chose de vrai. Frankl écrivait « Le sens ne peut être donné, il ne peut qu'être trouvé. » Et Jung ajoutait « La douleur est la résistance de l'âme à la croissance. » Quand nous relions ces idées, il devient clair, le chemin de la guérison n'est pas l'élimination de la douleur, mais sa compréhension. Douleur comme indicateur symbole, comme carte-sens, comme direction. Ainsi commence la vraie transformation. Tu n'es plus victime des événements. Tu es participant du processus. Et dans cette participation, la liberté. Quand la théorie cesse d'être suffisante, commence la pratique. La conscience sans action se transforme en cercle fermé de pensée. Jung disait que la véritable transformation survient quand l'idée devient expérience. L'âme ne change pas par la lecture. Elle change quand la personne agit autrement, même dans le petit. Que signifie agir? Ce ne sont pas des gestes héroïques, c'est l'attention aux détails. Comment tu parles, comment tu respires, comment tu regardes la personne qui provoque l'irritation. Tout cela est champ de pratique. L'une des principales méthodes de Jung, l'imagination active. Il proposait de ne pas fuir les images intérieures, mais d'entrer en dialogue avec elles. Si un rêve effrayant apparaît, on peut le matin le noter et poser la question « Qui es-tu? Que veux-tu » Ce n'est pas un jeu, c'est une façon de donner forme à l'inconscient. Quand l'image obtient une voix, l'énergie cesse d'être destructrice. Une autre voix, le rituel. Eliade écrivait que l'homme moderne a perdu le sentiment du sacré parce qu'il a oublié le rituel du quotidien. Mais le rituel n'est pas forcément religieux. Il peut être une action simple qui donne du sens. Boire le café du matin, non comme un automate, mais comme début de journée. Allumer une bougie le soir, non pour la mystique, mais pour se rappeler la lumière intérieure. Le rituel rend visible ce qui d'habitude reste caché. La pratique ne demande pas beaucoup de temps, elle demande de l'attention. On peut commencer petit. Noter ses rêves, repérer les émotions récurrentes, observer le corps, où la tension apparaît le plus souvent, ce qui se passe quand tu te permets de simplement ressentir sans expliquer. Ces observations deviennent une carte de l'inconscient. Frankl soulignait l'importance de l'action. Il disait que le sens n'existe pas sans pas concret. Nous pouvons longtemps réfléchir aux valeurs, mais seul le choix les rend réelles. Si la compassion est importante pour toi, manifeste-la aujourd'hui envers quelqu'un de précis. Si la créativité compte, trouve une demi-heure pour créer quelque chose. Le petit acte ancre le déplacement intérieur. La pratique de la respiration est un autre outil. La simple observation de l'inspiration et de l'expiration ramène l'attention au corps.
Là où il y a corps, il y a présent. Jung considérait que le corps fait partie de la psyché, non son opposé. Ainsi, la pleine conscience corporelle aide à relier conscience et inconscient. Hillman disait que l'âme vit dans les détails, non dans les concepts abstraits, mais dans la texture du jour. Odeur de l'air matinal sont des pas, expression du visage. En les remarquant, tu ramènes l'âme dans la réalité. La pratique peut être écrite. Essaie de diviser une feuille en 2 colonnes. Dans la première, réaction habituelle. Je m'irrite, je me ferme, j'accuse. Dans la seconde, réponse nouvelle. Je me tais, j'écoute, je respire. Cet exercice simple montre que tu as le choix. Il est important de ne pas exiger de soi la perfection. La pratique n'est pas l'atteinte d'un résultat, mais la façon de rester en contact. L'erreur fait partie du processus. Si quelque chose n'a pas marché, recommence simplement. Chaque jour peut devenir laboratoire. Matin, observation des pensées, journée, attention aux émotions. Soir, bref, bilan. Qu'ai-je compris de moi aujourd'hui? Tu peux te poser la question « Comment puis-je incarner ma prise de conscience ?» tout de suite. La réponse peut être simple, téléphoner à celui que tu évites depuis longtemps. Dire non si tu n'en as pas envie. Reconnaître que tu es fatigué. Ces petites actions rassemblent la complétude. Quand la pratique devient partie du jour, le processus intérieur cesse d'être théorie. Il prend vie. Tu ne cherches plus l'illumination. Tu vis le réveil. Et à cet instant, le réveil cesse d'être un événement. Il devient le rythme de la vie. Appuyez sur ne suivre maintenant pour transformer la théorie en souffle quotidien avec nous jour après jour. Devenir soi n'est pas un but, c'est un processus. Jung l'appelait individuation, mais le sens n'est pas dans l'individualisme. Il ne s'agit pas d'être spécial, mais d'être authentique. Quand la personne relie conscient et inconscient, elle cesse de jouer des rôles étrangers. Elle commence à vivre depuis le centre où les décisions naissent non de la peur, mais d'un savoir intérieur. Nietzsche écrivait « Deviens qui tu es ». Cette phrase semble simple, mais derrière elle se cache un chemin de toute une vie. Pour devenir soi, il faut cesser d'être celui qu'il est commode d'être pour les autres. Il faut renoncer aux masques, même s'ils apportaient l'approbation. Cela exige du courage, car l'appui habituel disparaît. Mais c'est dans ce vide que naît la force authentique. Quand la personne accueille son ombre, reconnaît la douleur, cherche le sens et commence à agir en conscience, elle sort peu à peu de la dépendance à l'extérieur. Elle cesse d'attendre que quelqu'un lui donne la permission d'être soi. Et elle devient simplement. Jung voyait dans cela un chemin non seulement personnel, mais éthique. Celui qui s'est connu ne peut plus agir inconsciemment. Il porte la responsabilité de sa lumière et de son ombre. Il ne projette plus, n'accuse plus, ne se cache plus derrière des excuses. Il sait que tout ce qu'il rencontre est le reflet de son monde intérieur. La vie de la personne complète devient service, non parce qu'elle y est obligée, mais parce que c'est naturel. De la plénitude intérieure naît le désir de partager. Une telle personne n'impose pas la vérité, elle vit simplement de façon à ce que les autres sentent la présence. La morale ici est simple, le réveil n'est pas de quitter le monde, mais d'y revenir autrement, complet, calme, conscient, capable de voir que chaque douleur, chaque perte est direction, chaque ombre partie de la lumière. Tu ne deviens pas parfait, tu deviens réel, et c'est la seule chose qui ait du sens. Partagez cette vidéo pour qu'une autre personne trouve aussi le chemin pour devenir elle-même. Car quand l'être humain devient lui-même, le monde autour commence aussi à guérir.